Docteur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Tel Aviv, également chercheur au Centre Jérusalem des études stratégiques. Et ensemble, bien entendu, je voudrais que nous commentions le résultat de ce vote de l'Assemblée générale des Nations unies qui déclare nulle et non avenue la déclaration de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Alors, quand on consulte la presse israélienne, je le dirai tout à l'heure, et les avis sont partagés. Certains voient la moitié du verre plein, d'autres la moitié du verre vide. Certains affirment que c'est une grande victoire diplomatique pour Israël, d'autres que c'est une véritable défaite par rapport au nombre important de pays qui ont voté en faveur de cette résolution. Alors, quel est votre avis sur cette question-là ? Mon avis d'abord, c'est que les résolutions d'Assemblée générale n'ont aucune importance puisqu'elles sont purement déclaratoires et qu'elles ne sont pas contraignantes en droit international. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Palestiniens ils disposent d'une majorité automatique grâce au bloc arabo-musulman et du soutien de la plupart des pays d'Afrique et d'Amérique latine. Cela, ça n'est pas nouveau. Et troisième chose, il y a quand même eu un gros nombre d'abstentions. 32 pays se sont abstenus, 9 pays ont 35 voté plus exactement. contre. Oui, donc en gros, le quart de l'Assemblée générale n'a pas soutenu Et ceux qui ne sont même pas venus au vote, qui n'ont pas participé aussi au vote. Exactement, exactement. Et je vous rappelle que dans les votes pour, il y a quand même des pays comme la Syrie, la Libye, le Cuba, le Venezuela, etc. Donc on sait toujours les mêmes pays qui votent automatiquement avec le monde arabe et avec les Palestiniens. Donc en termes de nombre, je crois que le résultat est tout à fait honorable, en sachant qu'il y a toujours cette majorité automatique à l'ONU et que, pour le coup, les Palestiniens n'ont pas réussi à faire venir tout le monde, comme ils arrivent souvent à le faire pour cette résolution. Alors, Binyamin Netanyahou a l'habitude de dire que les choses sont en train de changer à l'ONU et que, en tout cas, les choses sont en train de changer aussi dans les relations entre Israël et de nombreux pays de la communauté internationale. Et il avance, par exemple, souvent le positionnement des pays d'Afrique, de certains pays d'Afrique occidentale. Alors, dans le cas précis, on n'a pas le sentiment que des pays, par exemple, qui se sont très nettement rapprochés d'Israël, comme l'Inde, hein, qui a voté en faveur de la résolution, qui a voté contre les États-Unis ou contre même certains pays d'Afrique, ont radicalement modifié leur positionnement dans le conflit israélo-palestinien à la suite de ce rapprochement avec l'État d'Israël. Ce sont deux choses différentes ? Oui, il faut bien distinguer entre les relations bilatérales d'Israël avec ces pays et la façon dont ils votent aux Nations Unies. Il faut bien comprendre que le vote des Nations Unies, c'était essentiellement une déclaration de relations publiques, que les pays votent en fonction de la façon dont ça va être perçu par les autres pays avec lesquels ils ont des intérêts et des accords de vote à l'Assemblée générale. Donc souvent, on peut avoir de très bonnes relations avec des pays en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs, mais cela ne change pas le fait qu'ils voteront contre nous à l'Assemblée générale. Là-dessus, il n'y a rien de nouveau. En ce qui concerne l'Inde, c'est vrai que c'est assez décevant vu les excellentes relations entre le Premier ministre indien et le Premier ministre israélien. On aurait pu attendre que l'Inde au moins s'abstienne. Mais encore une fois, n'oubliez pas que l'Inde est un pays qui a une grosse minorité musulmane d'à peu près 15%. Et par conséquent, le gouvernement indien prend toujours en considération les risques de remous de sa grosse population musulmane sur la question du conflit israélo-palestinien, ce qui explique encore une fois ce genre de vote à l'Assemblée générale. Alors, si l'on en juge par rapport en tout cas, les mises en garde très sévères de Donald Trump et de son ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, concernant les pays qui soutiendraient cette résolution, on a le sentiment que Trump, l'administration américaine, est prête à aller très loin dans ses relations avec la communauté internationale, ou en particulier avec les Nations Unies, pour essayer de s'imposer. Est-ce qu'on va vers une véritable confrontation entre les États-Unis et les Nations Unies ? Je pense pas que ce soit pour s'imposer, c'est tout simplement pour dire, comme l'a dit Nikki Haley, elle a eu tout à fait raison de le dire. Elle a dit à l'Assemblée générale, nous finançons près du quart du budget de cette institution, et au bout du compte, elle est utilisée pour agir contre nous, contre nos intérêts, et faire de la propagande anti-américaine. Et elle a ajouté, elle a eu raison de le dire également, contrairement à la plupart des pays membres de l'Assemblée générale, les États-Unis, c'est un pays démocratique qui donc doit rendre des comptes à leurs électeurs.
et elle a dit nous n'allons pas dépenser notre argent pour nous faire insulter. Et elle a eu raison de le dire. Je pense que l'administration Trump a tout à fait raison de mettre les points sur les i en disant que si l'Assemblée générale des Nations unies veut se laisser, je dirais, détourner par la politisation que font les pays musulmans et autres à l'Assemblée générale et dans le reste des institutions des Nations unies, eh bien cela ne se fera pas avec l'argent des États-Unis. Et je pense qu'elle a eu tout à fait raison de le dire. C'est un nouveau langage parce que c'est un nouveau langage qui ne correspond pas, on va dire, à un langage un peu parfois hypocrite de la diplomatie ou de la diplomatie américaine ou même de la diplomatie internationale. On a l'impression que Donald Trump joue la carte dans le cas précis, dans le cas au moins du conflit israélo-palestinien, la carte de la logique. Jérusalem, c'est la capitale de l'État d'Israël, c'est la logique, c'est la réalité, c'est ce qu'il a dit. La logique aussi, eh bien, c'est que les pays qui nous soutiennent, eh bien, on les soutiendra, mais les pays qui nous critiquent, eh bien, on arrêtera de les soutenir. C'est une politique de la logique que Donald Trump essaye d'instaurer aujourd'hui dans les relations avec les autres pays. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quand même un précédent à cela. Je vous rappelle qu'également sous l'administration Reagan, dans les années 80, il y avait aussi des rectificatifs de tir, dans la mesure où à l'époque également, le Congrès américain avait cessé pendant une certaine période de payer ses dus aux Nations Unies, justement parce que c'était encore à l'époque la guerre froide, et qu'avec le bloc soviétique à l'Assemblée générale, eh bien, les Nations Unies avaient été complètement pris d'assaut par le bloc soviétique et le bloc arabo-musulman pour faire de la propagande anti-américaine. Et donc les États-Unis à l'époque ont dit écoutez, on arrête de payer nos dus. Et cela a beaucoup calmé le jeu. Entre parenthèses, c'est également grâce à cela, entre autres, qu'en 1991, sous la pression américaine, l'Assemblée générale a annulé la résolution de 1975 qui définissait le sionisme comme une forme de racisme. Donc ces pressions financières, elles fonctionnent. Et comme je l'ai dit, c'est tout à fait logique, oui, quand on donne de l'argent, de ne pas donner de l'argent pour se faire insulter. Alors, on voit que les Palestiniens sont déterminés, en tout cas, ils semblent être déterminés à aller jusqu'au bout. Ils ont retiré les gants, comme on dit, et ils frappent fort, au moins verbalement, en direction des Américains. Ils ne mâchent pas leurs mots, ils critiquent de manière extrêmement virulente l'attitude des Américains et même la présence de Mahmoud Abbas aujourd'hui à Paris et sa rencontre avec Emmanuel Macron semble être destinée à trouver une sorte d'alternative à la médiation des Américains qui, selon les Palestiniens, ont perdu leur rôle de médiateur. À votre avis, est-ce que on est vers un changement de ce point de vue-là? Est-ce que les Américains peuvent continuer à être les médiateurs dans un processus de paix qui, il faut bien l'avouer, n'existe pas, ou bien est-ce qu'aujourd'hui, les Palestiniens vont aller chercher ailleurs, en Europe ou peut-être ailleurs, en Russie peut-être aussi, un autre médiateur qui leur serait plus favorable? Ils peuvent chercher autant qu'ils veulent, ils ne trouveront pas. Comment voulez-vous que la Russie, qui soutient de façon active l'axe chiite, Iran, Assad, Hezbollah, puisse être acceptée par Israël comme un médiateur? Comment voulez-vous que la France, qui essaie de trouver un jeu d'équilibre très compliqué entre ses intérêts du côté chiite et sunnite dans le conflit sunnite-chiite au Proche-Orient, puisse s'imposer? Ça n'est pas du tout réaliste. Mais c'est aussi peu réaliste de dire qu'aujourd'hui, les Américains sont un médiateur, on va dire, impartial, puisque il faut bien avouer, et on en est satisfait en Israël, c'est que l'administration Trump semble avoir adopté, on va dire, le narratif israélien, la position d'Israël, et s'éloigne bien entendu des Palestiniens. Oui, mais il n'y a aucun pays qui est complètement objectif et impartial. Chaque pays a ses intérêts, mais la question est de savoir quelle est la puissance des pays et leur capacité d'influencer les deux parties. C'est pas nouveau d'ailleurs que les Palestiniens considèrent que les Américains sont trop favorables à Israël et pas à eux. Mais encore une fois, lorsque les États-Unis sont allés très loin justement pour prendre en compte les intérêts palestiniens lors des négociations dans le passé, en particulier à la conférence de Camp David à l'été 2000, les États-Unis sous l'administration Clinton avaient poussé très loin justement pour prendre en compte les doléances palestiniennes. Cela n'a pas empêché Arafat de rejeter à la fois les propositions de la conférence de Camp David en juillet 2000, les propositions de Taba en janvier 2001 et puis le plan Clinton de décembre 2000. Donc même si les États-Unis
avait une autre politique, même si aujourd'hui c'était Hillary Clinton qui était présidente des États-Unis et qui offrait un plan de paix beaucoup plus favorable aux Palestiniens, et bien de la même manière que Arafat l'avait repoussé dans le passé et que Mahmoud Abbas lui-même avait repoussé une telle proposition d'Olmert en septembre 2008, tout est à penser que Abbas refuserait encore une proposition de paix aujourd'hui. Eh bien, Emmanuel Navon, merci beaucoup de nous avoir permis de décrypter un petit peu ce vote des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies contre la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée, Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Voilà, il est bientôt 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et tout de suite après, ce sera la chronique d'Eliana Gurvi-Finkel en jour notre histoire.